Un pôle de 100 kg qui fait un cork, c'est très impressionnant. Quand tu touches le sol, du coup, ça fait une explosion ou pas? On vous a vu en train d'essayer de vous faire flasher en courant. Par un radar. Amende? On appelle ça le murder your darling, le tue ta femme. Ok. On a sauté en parachute avec un astronaute français. Waouh. Avec Charles, on a failli être SDF. On était SDF, en fait, on a vécu dans notre local. Vous pourriez vivre en effaçant tous vos réseaux là maintenant? Et la qualité d'échange que tu peux avoir avec un mec comme Tom Cruise, elle est juste folle. Quelle est votre vidéo qui vous a coûté le plus cher et un montant approximatif? Elle veut détruire du zombie avec des grosses battes de baseball. Éclater des humanoïdes de manière non répréhensible en gros. Exactement. On est un petit peu des stars. Alors nous, un peu plus que vous. Bonjour à tous, bienvenue sur Queplan, nouvel épisode avec des invités. Vous avez vu, on est 4 avec un nouveau setup beaucoup plus grand. Si vous découvrez tout de suite cette émission, on est Clément et Paul de la chaîne Hit the Road, chaîne de peut-être qu'on aura passé les 900 000 abonnés d'ici là, mais pour l'instant on les a pas encore. On compte sur vous d'ailleurs pour vous abonner tout de suite, mettre 5 étoiles sur vos applications de podcast, Spotify, Apple Music, Deezer. Je suis très heureux de vous avoir tous ensemble dans ce Queplan, ce nouvel épisode. Mais tout pareil, présentons nos amis Charles. Je te laisse les présenter. Et Mélanie, une chaîne de maintenant beaucoup d'abonnés, plusieurs chaînes de beaucoup d'abonnés, c'est extrêmement précis ce podcast aujourd'hui. Voilà, il y a des gens qui font des vidéos, d'autres les regardent. On est dans une voiture, on va parler de ça aujourd'hui, de YouTube, mais aussi des déboires financiers, juridiques. On va commencer avec le premier sujet. C'est NRJ12, là on commence. On va commencer avec les déboires avec la police, parce que vous avez votre anecdote que vous nous avez racontée tout à l'heure est quand même assez rigolote et je pense que ça mérite de revenir dessus. Sur YouTube, vous faites des challenges, des défis, des Mythbusters. Exactement. Tout ce qui est dépassement de soi, des expériences uniques, tout ce qui nous fait vibrer, on aime le partager. Et effectivement, là tu parles de police, mais on a des anecdotes un peu croustillantes sur la police, comme vous. Hein. Vous tournez pas mal dans la rue, vous avez des galères? Ouais, souvent. Vous connaissez aussi, c'est vrai que c'est compliqué de tourner dans la rue sur ce qu'on fait, parce qu'on fait aussi du parcours, on fait aussi de la cascade, on fait aussi des choses un peu non conventionnelles, quoi. Donc il y a toujours des histoires un peu avec les autorisations, la rue, la police. Et donc là, on vous a vu en train d'essayer de vous faire flasher en courant. Par un radar. Par un radar, c'est ouais. Mélanie, vu qu'elle court plus vite qu'Usain Bolt, qui essaie de se faire flasher. Avec ses petites pattes là. Que voulez-vous, je suis un lièvre. Et donc, la police nationale vous a envoyé cette photo après coup? Alors, punaise, c'est dommage, je n'ai pas la photo, mais on va vous l'envoyer et puis elle sera vraiment mise en incruste. En fait, il faut savoir qu'avec Charles, on s'est toujours posé la question, est-ce que c'était possible de se faire flasher en courant par un radar? Et en fait, il y a une pub qui avait ultra buzzé il y a quelques années. On s'est dit, vas-y, let's go, on va tenter l'expérience et on va le faire. Et en fait, pendant le tournage, déjà, il faut savoir que la police nationale est venue sur le tournage. Parce qu'en fait, on avait bloqué toute une rue. Sans autorisation. Sans autorisation. Les sauvages. Vous n'avez pas les moyens de Mission Impossible. D'ailleurs, on parlera un peu de Tom Cruise plus tard. Ouais, le grand frérot Tom Cruise. Mais on en reviendra plus tard. On en reparlera plus tard de Tom. Mais du coup, en fait, on a bloqué une rue et on hurlait comme des gros tarés. Et il s'avère que la police, du coup, est venue sur les lieux du crime. Amende ou pas? À constater. Non. En fait, ce qui est super drôle, c'est qu'ils nous ont demandé ce qu'on faisait. Ils ont rigolé quand on leur a dit qu'on allait faire flasher des radars avec des humains. Okay. Ils ont rigolé quand ils ont vu l'accoutrement des humains. Parce qu'il fallait développer une tenue pour que le radar nous détecte et nous flash. Ah oui, parce que donc avec des habits, quelqu'un n'est pas assez réfléchissant, c'est ça? Parce que j'ai vu la Exactement. vidéo, donc je raconte un peu à ceux qui écoutent. Mais on vous invite à aller la voir sur YouTube. Et c'est quoi le titre précis, comme ça il la retrouve tout de suite? C'est faire flasher un radar en courant, c'est possible. Simple, efficace. Moi, quand je vois vos vidéos avec genre 50 trucs exceptionnels où vous vous êtes toujours demandé si ça marchait, si c'était possible, si on pouvait genre s'échapper d'une voiture qui coule, des trucs comme ça, je me dis genre vous rassemblez juste 50 kiffs, vous en faites une vidéo, ou à quel point vous vous dites il me faut une vidéo, je vais trouver 50 kiffs. C'est un peu les deux, en fait, c'est des questions qu'on s'est toujours déjà posées et on se dit il faut absolument qu'on trouve un contexte de vidéo pour l'exploiter. Ouais. Et au final, des fois, il nous manque une ou deux idées, on est obligé d'aller creuser, d'aller les chercher et on fait des sondages auprès de la communauté et on remarque qu'il y a des questions que tout le monde s'est déjà posées, quoi. Vous avez beaucoup de fans qui vous disent ah ouais, moi je me demande comment on survit à une attaque d'ours et là pof, ça y est, vous êtes en cible. Mélanie avec un couteau dans la bouche. Elle défonce l'ours, hein. Quand si elle est énervée. Alors, j'ai aucun doute là-dessus. Mélanie a beaucoup de caractère. Non, je pense que c'est plus souvent nous qui devons trouver les idées parce que la communauté en fait va avoir des idées un peu basiques. C'est pas que c'est forcément des idées qui sont pas exploitables, mais c'est que c'est des idées qui ont été souvent exploitées. Donc pour aller creuser un petit peu plus sur la créativité, il va falloir utiliser l'existence qu'ils nous proposent et aller chercher plus loin, tu vois. Ce que j'aime beaucoup, c'est que vous rattachez pas mal à des trucs de la culture grand public, donc genre le gaming, les films et tout, le jump dans la botte de foin d'Assassin's Creed. Ouais. C'est vrai, est-ce que d'une certaine hauteur, le foin marche toujours? On était choqués de savoir qu'à 17 mètres, parce que la nacelle n'allait pas plus haut que 17 mètres. 17 mètres. Ouais.
ça amortissait super bien la chute comme un airbag. On avait envie d'essayer d'aller plus haut, mais la nacelle n'allait pas plus haut, tu vois. Et donc 100% bottes de foin, que des bottes de foin? Ouais, alors c'était que de la botte de foin, mais du coup éclatée en 1000 morceaux, donc en fait avec la fourche. Il y a de l'air dedans. Exactement. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, cette anecdote est intéressante aussi, c'est-à-dire qu'on avait fait ça la veille, le tas de foin la veille, avec la nuit, ça s'était tassé. Avec la pluie. Avec la gravité, la pluie, etc. Et du coup, le premier saut de 4 mètres était plus violent que le dernier saut de 17 mètres Où ça allait avec sécher. les fourches qu'on a quand on a aéré la paille, quoi. Et toi, t'es en haut de la nacelle, là, tu te dis quoi? Parce qu'il y a un peu ce délire de savant fou, ça se trouve juste mon expérience, elle est pourrie dès le départ. Franchement, ouais, dès le départ, je me dis le plat d'eau de 4 mètres sur le premier test, ouais, c'est chaud en vrai. Le premier, on a fait 2 mètres. En fait, on a fait vraiment progressivement parce que c'est vraiment l'inconnu, quoi. C'est une histoire de grammage de paille ou pas du tout? Bah, en fait, c'est comme le papier, tu vois. T'as C'est tellement de la paille 200 grammes au mètre carré. Ouais, moi, je suis un peu un nerd, j'aime bien le détail, tu vois. Non, en vrai, Charles est très très technique et pour la sécurité, à chaque fois, c'est à lui qu'on confie notre vie. Ah, c'est moi qui saute en même temps, donc. Non, pour... On confie la vie de Charles à Charles. non, mais pour certains projets, des fois, quand c'est pas Charles qui va en premier, tu vois, vraiment, il n'y a aucun problème. C'est juste que Charles est tellement technique, il contrôle tout. Là où moi, jamais tu me confies ta vie, vraiment, genre, tu meurs. Je te conseille pas. Mais ouais, quand il y a des trucs comme ça, tu peux totalement faire confiance à Charles parce qu'il va vraiment aller chercher, il va se poser des questions que au final personne ne se pose réellement, sur combien le grammage, etc., comment il faut que le foin soit mis ou pas, tu vois, pour être en sécurité. Ça, c'est vraiment la partie technique que Charles surgère sur la chaîne. Ouais, on a fait des calculs pour le foin. Mais pareil, les calculs de fou pour ton looping, j'imagine que c'est aussi du calcul assez physique. C'est-à-dire, allez, je vais courir le plus vite possible, on va voir si ça passe. Est-ce que t'as fait, vas-y, raconte-nous un Et looping. encore, là, c'était un peu moins technique quand même. C'était un peu à l'aveugle, c'était du try and learn. Donc c'est-à-dire que t'essayes, tu modifies le looping, jusqu'à ce que le diamètre soit parfait par rapport à ta taille. Tu vois, Clément qui est plus grand que moi ou toi qui est plus grand que moi, je pense que la première version du looping qui était plus grande, vous auriez pu la passer. Mais moi, impossible. Avec Après, ma taille. il faut la vitesse, tu courais à fond, c'était un sprint. Eh ben non. Plus tu cours vite, moins ça marche. Okay. Ah, tu t'écrases dans la montée, non? Si tu cours trop vite. Oui, il faut la vitesse parfaite qui est pas si élevée que ça au final. En regardant la vidéo, parce que je regarde vos vidéos, souvent je suis abonné. T'es un gros fan en fait. Paul est fan de Charles et Mélanie. En secret, et du coup je suis très heureux de les inviter ici. Je te ferai un autographe. En fait, non, et du coup, moi je me posais la question en regardant ton looping, à quel point tu fais juste un wall flip qui touche un peu les pieds, ou est-ce que vraiment genre les pieds sont appuyés, ils te servent à faire la rotation? C'est quoi un wall flip pour ceux qui connaissent pas? Alors un wall flip, tu expliques, l'expert parcours. Je sais pas. En fait, c'est juste tu fais un salto et tu poses les pieds sur le mur, un wall flip. Salto arrière avec impulsion sur le mur, quoi. Ouais, c'est un peu la figure cliché des ninjas de je cours sur le mur et je finis par un salto arrière. Exactement. Alors petite anecdote perso, moi c'est le premier mouvement que j'ai vu ton frère faire dans le dojo à Noisy-le-Roi, la petite bourgade dans laquelle on a grandi, et qui m'a fait dire waouh, je sais pas ce que c'est, mais j'ai vraiment envie de faire ce truc là, quoi. Et alors 15 ans plus tard, si j'en ai fait un ou deux, je pense, dans ma carrière de. Oh, mais t'as coché la liste, c'est bon. Ouais. C'est comme le cork, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que c'est un cork. C'est une vrille, tu cours, tu poses un pied et tu fais un salto arrière en vrillant. C'est un truc comme un peu c'est stylé. mon podcast, je peux me vanter. J'ai fait un cork une fois ou deux dehors, tu vois, peut-être. En extérieur, t'es en mode ok, j'ai validé, tu vois. C'est pas une salle de gym. T'as coché la case. Un Paul de 100 kilos qui fait un cork réussi, c'est très impressionnant. C'est un gros tire-bouchon. Est-ce que quand tu redescends, tu sais, quand tu touches le sol... C'était pas gracieux, mais techniquement, c'était un cork, tu vois, ce qu'on peut appeler un pied-lune vrillé, quoi. Quand tu touches le sol, du coup, ça fait une explosion ou pas? Ouais, les trois personnes qui étaient à côté ont été projetées. Comme les Marvel, tu sais, les films de dans le super-héros. souffle de l'explosion. Et pour le looping, du coup, est-ce que c'est un fake wall flip, donc le salto arrière où on pose le pied sur le mur, ou est-ce que c'est vraiment une course sur le looping? Parce qu'on s'est toujours posé la question, encore une fois, est-ce que c'est possible de faire un looping en courant? Eh bien, c'est du fake, sur le milieu et la fin. C'est-à-dire qu'au début, tu cours vraiment sur le mur, mais quand tu arrives à peu près au premier quart, juste avant la moitié du looping avec la tête à l'envers, tu te projettes de l'autre côté de la paroi et tu fais un faux pas au milieu quand tu es la tête à l'envers. C'est vrai que maintenant que tu le dis, sur ton reel de juste la perf, on sent que le pied le plus en haut anti-gravité, il touche pour dire qu'il a touché, mais il est pas utilisé en tant que tel. Tu vois que lui aussi, il est sur du grammage de paille, là. T'as vu ça? Moi, j'ai vu sur le réel, à quelques secondes de machin, que... Il a téléchargé pour le mettre au ralenti, tu sais. Mais c'est marrant, parce que du coup, le principe du looping, c'était effectivement arriver avec tellement de vitesse que du coup, la force centrifuge te fait adhérer même au plafond. Ouais. Tu dois juste créer
créer un looping qui doit avoir la bonne taille pour la circonférence de tes pieds sur le wall fit. Ouais, c'est ça. Finalement. Et en fonction de si tu fais 1m70 ou 1m90, ça change tout. Faut que tu construises un autre looping. Je trouve ça incroyable et ça m'angoisse un peu de me dire que pour produire une vidéo YouTube, il me faut 50 loopings ou 50 trucs où je vais me jeter dans les bottes de foin. Ah mais maintenant on fait plus 50. Maintenant, ça c'était la connerie qu'on avait fait Oui, avant. non, ça c'est fini maintenant. On fait 3 ou 1. Ouais, on fait une interrogation, une vidéo dédiée pour looping, une vidéo dédiée pour est-ce que c'est possible de survivre à une voiture qui coule dans un lac. C'est tellement des grosses productions, ça coûte tellement cher, ça prend tellement de temps qu'on peut pas en mettre 50. Avant nos vidéos, c'était en général, on approchait presque les 10 000 € de budget. Wow. Surtout quand on mettait même 30, 50 mythes, etc. Tu vois, c'était vraiment beaucoup. Et en fait, on s'est dit au fur et à mesure, mais déjà, ça nous flingue parce qu'on est KO, on est sans cesse en train de bouger. En fait, on n'est jamais au même endroit en France. Et en fait, on était tout le temps morts. Et on s'est dit, on peut pas continuer sur cette lancée parce que c'est trop dommage. Même nous, en fait, quand on a construit le looping, on s'est dit, mais bordel, qu'est-ce qu'on fait? Pour 2 minutes de vidéo sur 30 minutes de vidéo, enfin, c'est débile. Ouais, puis vous êtes déter à le peindre aussi, le décorer, enfin, c'est du détail pour le viewer, mais après ça fait aussi la différence. Mais... Je trouve que vous faites partie, et je nous mets dans cette catégorie aussi, des créateurs qui ont un concept pas très rentable, dans le sens où genre l'humour consomme moins de ressources, tu vois ce que je veux dire. Le divertissement, t'es dans une pièce, tu fais 10 vidéos. Mais ce qui est dur aussi, parce que du coup tout repose sur toi. Ouais. Mais vous et nous aussi dans une moindre mesure, parce que les vidéos coûtent un peu moins cher, elles reposent finalement juste sur un lieu. Mais c'est vrai que ce délire d'aller expérimenter, construire des bidules, tester, se déplacer. On est les moins riches. Comment on dit déjà? Tu dis, je sais pas. Non. Mais en fait, c'est juste on est. Il n'y a pas de petits pots dans les grands escaliers. Je sais pas. Elle va sortir une expression mélangée. Je sortirai pas l'expression, mais en gros. Les moins riches des gros youtubeurs. Ben, on n'est pas des gros youtubeurs, mais clairement, en fait, là, quand on parle, tu vois, des fois avec d'autres créateurs, ils pensent qu'on gagne bien notre vie, que vraiment on est bien. Mais c'est faux, en fait. Vraiment, c'est faux. Et est-ce que vous savez quelle est votre vidéo qui vous a coûté le plus cher et si oui, un montant approximatif? C'est la dernière qu'on a sortie qui est pas, enfin la dernière qu'on a filmée qui est pas encore sortie. Elle sera peut-être sortie quand ce podcast sortira. Alors déjà il y a la vidéo sur Ubisoft où on testait les mythes d'Assassin's Creed, où on saute dans le fond et tout. Ça a dû coûter 20 000 €, la vidéo totale. La voiture dans le lac. La voiture dans le lac, 20 000 €. Alors nous, pour recontextualiser, c'est un budget de doc en Ukraine, tu vois, où il y a genre 3 Watch Lagos, ouais. Mais je crois que nous, notre vidéo la plus chère de YouTube normal, je crois que c'était le Vélib à Paris. Enfin, le Paris-Londres en Vélib. Ah ouais. Et elle nous a coûté, je crois, 13 000 €. Ah ouais. Parce que, parce que c'est les Vélib qui vous ont coûté cher. Non, même pas tant, c'était 15 vraiment... 000 € si tu comptes les 2 000 € d'amende parce qu'on n'avait pas payé Oui, aussi. le fee de circulation à Londres quand on est arrivé. Et on y revient toujours, la police et tout, là, tout le temps les amendes. Ouais. Mais nous, ce qui avait coûté cher, c'est que on était au total 4 ou 5 entre... on avait une voiture balai avec les gars qui filmaient et en fait, pendant 5 jours, nourrir, loger, payer 3 personnes plus du coup nous deux pour loger aussi. C'est l'humain qui coûte cher. Ça monte vite, ouais. Alors que ça paraît idiot parce que le budget de location d'un Vélib est, je sais plus, mais dans la centaine d'euros en fait, peut-être. C'est que les gens se rendent pas compte de tout ce qu'il y a à côté. C'est que La tu prod, payes les monteurs, tu payes ta prod, tu payes. Il y a tellement de choses annexes. Nous, c'est pareil, hein, quand tu vois la voiture dans le lac, même s'il y a des choses qu'on a fait en collaboration et on remercie encore Pascal Dragotto, on remercie la case de GPA qui nous a offert la voiture, le circuit Paul Ricard aussi, tu vois, qui nous ont dit OK, venez tourner. Mais en fait, derrière, on a déplacé une équipe de dingue, on a fait venir une grue énorme, on a payé un grutier, on a payé tellement de choses à côté. Ouais. Et pareil, on avait une grosse équipe, il y avait plus d'une dizaine de personnes sur le tournage. Ça, les gens ne se rendent pas compte. Ça file, et là, pour la dernière vidéo en date, même déjà rien que pour Margarita, l'ascension. On a grimpé la plus haute cabane d'Europe. C'est ça, les guides, matériel. Matos, ouais. Et surtout le montage. On a eu des galères de monteurs et en fait, on s'est retrouvé à payer super cher le montage. Et la chaîne de montage a été ce qui nous a coûté aussi cher que le matériel, quoi. Oui, d'ailleurs, là, dans les budgets qu'on vous a donnés, on compte pas la post-production. Ah, tout ce qui est le montage, okay. etc., on le compte pas. Donc, on compte que la partie production, donc préparation de tournage. 10-20 000 €, c'est je paye 20 000 balles de guide et de machin. Donc tu rajoutes bien 3 000 € de montage. Même et des fois plus, si on a des galères avec les monteurs. Parce que vos vidéos, elles sont travaillées à un point où genre ça s'arrête jamais, quoi. Je trouve que l'écriture est assez bien ficelée pour te hook dès le début, tu vois. Et toi, tu as eu un peu ce travail d'analyse, on en parlait un peu avec Clément de ce qui se faisait genre ailleurs, ce travail que nous, on n'a jamais fait. Et on a essayé un peu de s'inspirer de toi et de tes réflexions pour, tu vois, genre essayer d'aller chercher un public nouveau, d'aller redynamiser aussi un peu le contenu, peut-être dépasser la barre fatigue des 1 million d'abonnés, parce qu'au bout de 10 ans, franchement, on commence à puer du cul en termes de youtubeurs. D'ailleurs, abonnez-vous
Ça coûte rien et c'est cool, ça fait plaisir. Ce qu'on disait aussi, c'est que 1 million d'abonnés dans certaines niches, ça équivaut 10 millions d'abonnés dans le divertissement, tu vois. Quand vous allez l'atteindre, ça sera un palier énorme, ça sera comme un palier des 5 millions d'abonnés dans du divertissement, tu vois. Oui, et puis c'est vrai qu'il faut pas trop accorder d'importance aux chiffres, Ouais. mais il y a aussi le truc de, en fait, financièrement, vous comme nous, les vidéos, elles coûtent cher, tu vois. Ouais. On a envie de dégager du temps avec des équipes, parce que vous arrivez bien à faire, nous, on est un peu en galère. Les marques, elles valorisent pas, ouais, mais ta niche, elle est ultra quali, t'as 1 million super quali, les vues sont pas Après, qualifiées. nous, on a beau avoir 1,5 million, derrière, en fait, l'audience n'est pas ultra qualifiée et elle nous suit pour les aventures. Et donc, du coup, il y a des marques, en fait, qu'on va accepter en collaboration qui vont plus travailler avec nous, tout simplement parce que derrière, on n'aura pas assez converti. Alors, il y a 2 choses. Si tu convertis pas assez, c'est parce que des fois, il y a un très, très gros YouTuber qui est passé devant toi et que du coup, vous avez des gens qui sont similaires. Et donc, du coup, en fait, les achats ont déjà été faits. Tu vois, ça, les marques n'ont pas le recul là-dessus. Ouais, bien sûr. Et derrière aussi, le fait de toucher beaucoup de monde. Derrière, tu peux mal choisir la marque avec laquelle tu as collaboré. Admettons, demain, on va travailler avec une marque qui va faire des voitures, j'en sais rien. C'est pas parce que nous, on touche du tout public que derrière, on va vendre beaucoup de voitures. Et il y a un truc aussi, c'est que les marques se rendent pas compte que, ok, bon, on a 1 million. Généralement, il y a 1 million de vues sous les vidéos aussi. Mais derrière aussi, il faut retourner à la base de l'influence. C'est qu'en fait, on est là aussi pour offrir un spot publicitaire à la marque comme à la télé. Et en fait, on a trop été tous catalogués comme, ça a tant de millions d'abonnés, tu fais tant de vues sous tes vidéos, on attend à ce que tu fasses tant de ventes, tu vois. C'est pas du tout ça. En fait, il y a eu tellement d'excès avec tout ce qui est la vente, tous ces trucs-là. En fait, ils nous ont trop pris pour des vendeurs de tout. Ton prix ils s'attendent à voilà. Ouais. Et en fait, ils oublient que derrière, il y a un contrat aussi de ok, Charles & Mel, ils ont travaillé avec telle marque, mais c'est un gage de qualité parce que Charles & Mel vont pas travailler avec telle ou telle autre marque, tu vois, ou les Hydrod vont pas travailler avec telle ou telle marque. Ils regardent juste l'instant T, mais ils oublient que être sur ta vidéo et avoir une vidéo YouTube qui, a priori, reste en ligne pour la vie, ils ont une promotion pour la vie, tu vois. Nous, on a des vidéos qui, à l'époque de l'OP, tu vois, c'était payé par exemple au CPM, donc au nombre de vues. Au bout de 30 jours, on était à 200 000 vues, donc on était payé pas ouf. Et puis 2 ans plus tard, la vidéo, elle est à 1,5 million. Mais nous, on a été payé pour les 200 000 vues. Et les marques, elles oublient que les vidéos, en fait, elles vivent. C'est pas forcément vrai pour du TikTok, Instagram, très instantané. Mais pour YouTube, c'est tellement vrai. Je me rappelle de la première grue que j'ai montée ever sur la chaîne. À l'époque, elle avait dû faire, tu vois, 60 000 vues, parce qu'on était genre à 60 000 abonnés. Aujourd'hui, elle est à 1,2 million. Et genre, elle a fait vraiment un très long marathon pour arriver au million de vues. D'ailleurs, en parlant de ça, je sais plus quel youtubeur disait que moi, à la fin de mon contrat avec la marque, je coupe le moment de la sponsor où il y a la marque. J'avais entendu ça, ouais. Et on a hésité à le faire pour certaines. Des contrats d'1 an, la plupart du temps, c'est du 12 mois. Ce qui est cool pour les gens, mais après, d'un côté, toi, t'as plus d'exemples à montrer de collab qui ont marché, tu vois. C'est un peu à double tranchant. Effectivement, nous, on a cette problématique, vu que nos vidéos, on appelle ça, elles sont evergreen, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de durée de péremption. C'est des vidéos qui peuvent être consommées à n'importe quel moment, elles sont intemporelles et elles font des vues très très longtemps après. C'est-à-dire que, comme vous, il y a des vidéos qui ont fait 200 000 vues, qui aujourd'hui sont à 5 millions de vues. Donc t'imagines la marque qui paye 200 000 vues ou 500 000 vues et qui se retrouve, et on a plusieurs exemples comme ça. Ça, les marques le valorisent pas. Mais il y a aussi le truc de l'objectif des marques, c'est de vendre aussi sur une période de communication bien précise la plupart du temps. Ouais. Et elles s'en foutent d'avoir de la visibilité ou de la conversion de marque, 5 ans après. Mais le truc, c'est qu'en télé, tout le monde lâchait des budgets de ouf pour pas savoir ce que faisait le consommateur avec ce qu'il venait de voir, et ça choquait personne, tu vois. Ouais. Après, c'est aussi des nouvelles marques qui n'auraient pas forcément fait de la promo télé. Et puis vu que la technologie avance et le système de tracking, donc de suivi de consommation des clients évolue, aujourd'hui elles ont la main sur tout. Elles savent d'où viennent les ventes. Elles ont des stats de fou. Ouais. Et du coup, elles ont un regard très très nouveau là-dessus. Je trouve ça super compliqué et c'est pas forcément quelque chose dont les gens se rendent compte parce que tu vois, ils voient les vidéos qui sortent, ils kiffent, c'est genre bonne humeur, mais ce côté un peu multifacette d'un créateur qui doit être à la fois entrepreneur pour gérer sa boîte et ses flux financiers, à la fois genre analyste de stats pour analyser qu'est-ce qui a pu pêcher, à la fois genre commercial pour trouver des OP pour financer ses bonnes idées, puis à la fois quelqu'un de créatif pour avoir des idées qui se démarquent. C'est tellement de taf en un. Aujourd'hui, je trouve qu'on perd un peu le côté avec toute la compétition. En fait, je kiffe faire ces vidéos-là, je les fais, tu vois, pour le kiff, quoi. Et puis les gens qui regardent aussi, les viewers sont en mode ok, je sais que c'est un spot publicitaire où ça leur a permis de financer la vidéo.
et de financer leurs équipes, etc. Parce que ça, c'est rentré dans la tête des viewers aussi. Et ils savent qu'en fait, ils n'ont pas forcément besoin d'acheter. C'est un spot publicitaire. Mais parce que derrière, je pense que les marques aussi oublient que maintenant, on est des professionnels, qu'il y a des boîtes de prod derrière, qu'il y a des vraies équipes, qu'il y a des vrais patrons, qu'il y a des vraies sociétés. Mais c'est une éducation qui prend du temps, ça prend des années pour les marques. Et en tout cas, bon là c'était pour le sujet des marques, mais pour ce que tu disais, c'est vrai que tu as une multifacette et au final ton temps de création, ce pourquoi tu as commencé le métier, vouloir partager du contenu, créer des vidéos, etc. Ton temps de création, il est minime. C'est un petit pourcentage, ouais. T'es plus dans la gestion d'entreprise, dans la gestion du management d'équipe aussi. Le combat, l'objectif et ce qui est dur à faire et ce qu'on essaye de faire au quotidien, c'est de déléguer un maximum, de créer un écosystème où on délègue au maximum pour récupérer du temps de création au maximum. Et ça, c'est dur à faire. Et ça prend des années et il faut trouver des bonnes personnes. Trouver les ressources humaines, c'est compliqué. Et le recrutement est très dur aussi parce que tu trouves pas facilement des gens qui sont qualifiés pour ce que tu demandes. C'est des nouveaux métiers aussi. C'est très jeune en fait. Enfin... Après, c'est difficile de faire une généralité pour YouTube, c'est très spécifique. Les qualifications pour ces métiers-là, même monteur YouTube. Alors bien sûr, si tu montes des best-of Twitch, tu mets quelques effets vidéo, mais bon, tu vas pas réinventer le montage. Mais quand tu es sur des trucs qui sont ultra écrits comme ce que vous faites, où tu mélanges plein de concepts différents en une seule grosse vidéo, en fait, il y a une maîtrise du rythme, de la musique, des goûts musicaux, storytelling, effectivement, garder le fil, être suffisamment intelligent de se dire ok, il s'est passé ça dans la vidéo, j'ai assez de recul pour me dire que cette action-là de la fin, je la remets au début pour créer une histoire. Et en fait, tu te retrouves avec une recherche de profil où nous, on trouve, en tout cas pour nos contenus, c'est proche de gars qui font du docu, mais il faut qu'ils aient l'espèce d'éclair en eux de la pub pour mélanger les deux. C'est-à-dire que c'est un storytelling docu, mais avec un côté punchy où toutes les 3 secondes, tu te prends des claques dans la tête. Et en fait, c'est 2 compétences qui sont à l'opposé souvent dans les formations de montage. Et sur YouTube, pour performer, en tout cas dans plus ou moins les niches qu'on a, c'est cette double compétence. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a plein de gens qui se revendiquent monteurs, mais monteur, c'est pas 4 cuts à la suite et mettre un effet spécial que tu as téléchargé sur une banque d'effets spéciaux. C'est au-delà, quoi. Ça peut l'être pour la mairie de Chambourcy, tu vois, pour si tu fais des big up à eux d'ailleurs, à Chambourcy. Voilà. Gros bisous au maire de Chambourcy. On va dire que c'est différent, c'est la base. Tu peux enchaîner les cuts et mettre une musique et c'est ok. Tu vois, pareil pour des vidéos de mariage, même s'il y a des super monteurs de mariage, t'as pas une exigence qui est la même. C'est pas le même métier, encore une fois. T'as des monteurs, comme en fait t'as des photographes, tu vois, t'as des photographes qui sont très bons en photos de mariage, mais derrière tu peux pas leur faire de l'urbex. C'est des métiers différents, t'as des monteurs différents, et c'est ça aussi. Et il faut que les gens aient un recul. Dans YouTube maintenant, tu peux payer tes monteurs beaucoup plus cher en fait que finalement un monteur qui va faire plus du mariage ou qui a d'autres spécialités. Les gens pensent que c'est facile parce qu'ils voient pas le travail qu'il y a derrière. Les gens se rendent pas compte des horaires. Anto, qui est notre goth extrême, lui, il fait des horaires de fou furieux. Ça demande des autres compétences. Enfin, concrètement, c'est pas que du montage, c'est de la réalisation. C'est un monteur-réalisateur. Je trouve que monter des vidéos YouTube, c'est hardcore, parce que c'est comme genre faire un film de ciné dans l'ambition du côté divertissant, mais genre un film de ciné où n'importe qui, à n'importe quel moment, peut s'en battre les couilles et dire « Oh putain, ça me saoule, je me casse !» Tu vois, instantanément, sans avoir le côté « Attends, faut que je me lève, je vais déranger toute la salle » tu vois. Du coup, le mec qui quitte ta vidéo a aucune honte à la quitter, et c'est normal d'ailleurs, tu vois. Tu peux pas te dire « Ok, je suis serein pour planter mon décor. » Non, il faut attaquer, il faut expliquer que ça va être incroyable, tu vois. Mais parce que t'as une concurrence démesurée aussi en face, t'as 1 milliard de créateurs contre toi, quoi. Et puis la plateforme fait que effectivement t'es pas assis dans une salle de ciné où ça te fait chier de te lever, t'as payé ta place, ça te fait chier de te lever de ton siège pour sortir. Là t'es comme ça, t'as 10 vidéos, t'as pas payé, t'as 10 vidéos sur le côté où t'as juste à déplacer ta souris, cliquer, et c'est ce truc là de légèreté de switch qui te permet pas de poser tout le contexte que tu veux. On a tendance à dire ok, c'est gratuit, c'est toi le produit, donc c'est à dire que le produit c'est le viewer, mais finalement le viewer il est ultra roi et il s'en rend pas forcément compte dans ses choix de consommation en fait, tu vois, genre la manière qu'il y a de se comporter sur les vidéos influe de ouf sur la création des youtubeurs qui regardent, tu vois. Ah bah clairement. Demain c'est vrai que si toutes nos vidéos bident et font 500 vues, respect à tous les youtubeurs qui font 500 vues, déjà c'est beaucoup, 500 personnes, mais avec notre architecture ça serait un peu la catastrophe, quoi. Mais du coup tu fais 500 vues demain, tu te poses des questions, tu dois changer ton contenu, alors que on adore faire les contenus qu'on fait. Ou tu mets la clé sous la porte. Alors moi je connais j'ai en tête plein d'idées de trucs que j'adorerais faire, où je suis persuadé de faire moins de 500 vues, mais ça me ferait vachement plaisir. Et tu auras plus qu'à créer une chaîne exprès pour ça, pour te faire plaisir. On n'a pas encore, on a annoncé, ce sera annoncé, ce sera du coup ce sera là. Allez voir les chaînes, elles sont très bien.
Mais non, ce qui est intéressant, c'est vis-à-vis de ça, je dis un exemple au hasard qui nous parlera à tous. Faire une session de parcours pour le kiff, c'est un truc. Faire la même session de parcours pour créer un contenu avec, ça n'a rien à voir. Genre moi, je sais que filmer mon entraînement ou vivre mon entraînement, c'est deux entraînements qui n'ont absolument rien à voir. Ouais. Et aujourd'hui, c'est dur de justement arriver à allier un truc qui te fait kiffer et le filmer tout en kiffant sans que ça devienne une pseudo-contrainte. Et est-ce que vous avez ça aussi? Alors moi, le seul truc sur lequel je peux m'entraîner et filmer, ça me change rien, genre même ça me fait plus kiffer, c'est le parapente. Le seul problème du parapente, c'est que ça fait pas de vue. Du coup, mince. Moi, par exemple, j'ai participé au marathon pour tous, pour la SPA. Donc j'ai couru chaque kilomètre que je faisais, je gagnais 100 € pour la SPA. Et en fait, je me suis retrouvée dans cette contrainte-là, où c'était un projet que j'avais vraiment envie de faire. En plus, c'était un projet où j'étais toute seule et tout, tu vois. Je partais, j'avais ma caméra, je filmais tout, en fait. Je savais pas où est-ce que j'allais, mais je filmais tout. C'était méga dur. Parce qu'en fait, si tu veux, j'avais filmé tellement de moments qui étaient super pour moi, que j'ai pas pu mettre dans la vidéo. J'ai dû penser tout le storytelling de la vidéo pour que ça fasse des vues, pour que ça intéresse un minimum les gens et que ça parle aussi au grand public. Et en fait, je me suis retrouvée à devoir faire des choix de dingue. Il y avait des trucs que j'avais foncièrement envie de montrer parce que je les avais vécus, ça m'avait touchée, ça avait eu de l'impact et tout ça sur ma préparation, etc. Mais que je n'ai pas pu mettre parce qu'en fait, à la vidéo, c'était pas forcément le plus intéressant. C'était ultra frustrant parce que justement, j'essaye de retranscrire au plus possible ce que j'ai vécu, mais je peux pas tout mettre parce que sinon ma vidéo elle ferait 10 heures. Et en fait, il y aurait peut-être 30 personnes qui la regarderaient et ça me frustrerait beaucoup. Parce que personne pourrait aller jusqu'au bout et pourrait voir un peu ce que j'ai vécu et les valeurs que j'ai envie de véhiculer, tu vois. Mais du coup, c'est l'opposé d'un director's cut. La version qui plaît le plus au réel, c'est ce qu'on appelle le director's cut d'un film. Tu vois. La version qui t'aurait le plus plu de faire sur ce marathon, elle est à l'opposé de la version qui est sortie sur YouTube, finalement. Alors, je suis très fière de ma version. Hein. Ah non, bien sûr. Vraiment, mais celle qui intérieurement t'aurait tu vois, genre transcendé. Ah non, mais je vais te le dire, hein, si je m'en étais occupée et que Charlie m'avait laissé faire ce que je voulais faire, elle ferait 1h30, voire 2h30. Hein. Mais ça aurait pas été le même format. Et après, ça fait partie du process de création et de post-production. On appelle ça le murder your darling, le tue ta femme. Okay. C'est les passages où tu es obligé de tuer ta femme concrètement. Ah genre, ouais, t'as des passages qui te tiennent à cœur et tu es obligé de les massacrer, de les cutter, de les virer. Okay. Moi, ce qui m'a aidé à sortir de ça, c'est le fait d'avoir un monteur où je sais qu'il y a des vidéos. Tu vois, nous, nos docus, on les fait encore nous-mêmes parce que ça nous tient vraiment à cœur. Mais sur des vidéos longues ou des gros projets, là, on a sorti, au moment où on enregistre cet épisode, on a sorti les vidéos de l'Arménie. J'en ai monté quelques-unes, les autres, c'est le monteur. Toi, tu as vécu le truc et il y a des trucs qui sont anecdotiques et qui vont pas du tout toucher ton public. Mais toi, tu as tellement galéré sur ce truc-là que tu as envie de le mettre dans ta vidéo parce que tu sais que ce moment t'en a chié. Mais d'un point de vue extérieur, le viewer, il va se dire c'est pas intéressant, c'est pas pertinent. Et le fait d'avoir un monteur qui, lui, a juste vu les images mais n'a pas vécu la souffrance, et du coup, il a ce regard extérieur qui, je trouve, est super intéressant. Et il va monter, lui, ce qu'il voit comme un viewer en mode ça c'est cool, ça c'est cool. Là, le mec, il est en train de me parler pendant 20 minutes de sa chaussette qui est trouée. Ça intéresse personne. Mais toi, ça t'a fait chier pendant 10 heures ta chaussette trouée. Vous voulez que je vous donne le plus gros murder your darling de l'histoire de YouTube? Vas-y. C'est MrBeast, évidemment, hein, on n'est pas étonné avec lui. Donc pour ceux qui connaissent pas, ça m'étonnerait, mais c'est le plus gros YouTuber sur la plateforme qui culmine à 300 millions d'abonnés, qui dépense des millions de dollars dans ses vidéos. Et lui, un jour, il a fait un murder your darling d'une vidéo entière qu'il n'a pas publiée. Il y avait $1 million d'investissement dans sa vidéo. Ils ont passé 3 mois à la filmer et il n'a pas publié la vidéo parce que au final, ils se sont plantés. Ils n'ont pas pensé au titre et à la miniature avant de tourner la vidéo. Du coup, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on pense souvent à faire le titre et la miniature avant de se lancer dans la production de la vidéo. Ce qui est très dur pour nous. Ça fait 1 mois qu'on essaie de le faire alors que ça fait 6 ans qu'on l'a jamais fait. Sans Charles, mes miniatures et je pense ma chaîne, elle aurait pas décollé comme ça. Hein. Mais Charles a vraiment ce côté analyste qui nous a impressionné la première fois que tu m'as parlé de ce genre de stratégie. Même des stats, moi le YouTube stats, je l'ai jamais trop ouvert. Je dis non mais c'est quoi cet ovni là? Attends, il me parle de mathématiques, j'ai déjà mal au crâne. Moi je fais les vidéos qui me font kiffer, tu vois. Parce qu'en fait, je me dis, on met tellement d'énergie dans ce qu'on fait. Mais oui, t'as raison. T'as tellement raison. Ça se joue à pas grand chose. Tu mets autant d'énergie que tu analyses ces petits détails ou pas. Dans tous les cas, ta vidéo, tu vas passer 3 semaines à la faire, à la monter, à la réaliser, etc. Ouais. Et tu te dis, ça se joue à un angle unique, à un axe, à une miniature, un titre pour passer de 50 000 vues à 1 million de vues. Parfois. Après, bon, quand le concept parle pas à 1 million de personnes, tu peux rien faire. Mais il y a parfois, ton concept peut parler à 5 millions de gens. Et juste parce que t'as pas assez réfléchi, pas assez mis d'énergie dans ton titre, ta miniature et ton intro, tu peux te retrouver à caper à 100 000 vues alors qu'elle en vaut 5 millions. Et là, c'est rageant parce qu'en fait, entre ta vidéo à 100 000 et ta vidéo à 5 millions... Pourquoi tu décris exactement notre chaîne YouTube?
Faites des super efforts, mais pas dans la bonne direction, tu vois. Alors moi, ça, c'est mon bulletin scolaire depuis, depuis des années, tu vois. Avec ce côté tellement multifacette. Et ok, alors je sais ce qu'il faut que je fasse. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans une situation comme ça où tu te fais arrêter par la police ? Ok, c'est bien, c'est cool, parce que ça va faire, tu vois, ça va faire du storytelling. Mais fondamentalement, je serais peut-être à me faire un café, tu vois. C'est très rare ces moments-là parce qu'on essaye de préparer au max nos... Enfin, ça arrive, hein. C'est rare, mais ça arrive. Par exemple, le foin, la voiture dans le lac. On a tellement préparé pendant des mois ces projets-là qu'en fait, tu crois tellement à ton projet que ça va. Mais au moment de passer à l'action, tu as toujours le doute. Là où j'ai ce truc-là de vivre à la troisième personne ma vie avec YouTube, c'est que je prends pas le temps de savourer. Tout va trop vite, c'est la fast life. Ouais. En fait, si tu veux, genre, on a des réussites de dingue. On a fait justement dans les mythes, on avait fait un truc où j'ai nagé avec des piranhas. C'est une expérience de dingue. Mais en fait, si tu veux, genre, j'ai même pas pris le temps de savourer le fait que j'avais fait ça. Parce qu'en fait, il fallait déjà reprendre le train sur des trucs comme ça. Je savoure pas mes réussites. Des fois, j'ai envie de savourer cette réussite avec nos équipes, avec nos monteurs, etc. Mais en fait, ça va trop vite. Et là, des fois, j'ai l'impression genre juste d'avoir une caméra là derrière ma tête et vraiment d'être dans, je sais pas, dans un jeu vidéo. T'es un PNJ en fait. Ouais, c'est ça. Je subis ma vie, même si mes expériences sont oufissimes, qu'on vit des trucs de dingue, je me dis mais attends, je me vois là comme ça, comme si j'étais en train de jouer à la console. C'est ton expression préférée, ça, mais... non, Mais tu vois, et moi, c'est ça qui me frustre le plus. C'est juste ça, c'est j'aimerais pouvoir avoir plus le temps dans ma vie de savourer ces réussites-là, ou ces échecs. Voilà, parce que même les échecs font partie de la réussite aussi, tu vois. Et j'ai envie de savourer ces moments-là et de me poser des questions, de prendre le temps. Et des fois, ma vie, je me dis, putain, ça va trop vite. On vient de finir un concept, il faut partir sur un autre. On vient de faire ci, il faut faire ça. Et par exemple, avant cet été, on n'avait plus de vie. Même cet été, tu vois, je suis partie 10 jours en vacances. Je mets des guillemets parce qu'en fait, j'avais des reviews de vidéos, Charles aussi et tout. Et du coup, on faisait des demi-journées de travail. C'est cool. Tu déconnectes pas. Tu déconnectes pas, c'est ça. Tu peux pas, tu vois. Parce que derrière, t'as des obligations. Derrière, il faut que ta boîte, elle tourne. Et ta boîte, elle tourne juste parce que c'est toi. Et si jamais ton monteur, il fait pas l'affaire, et bah toi, tu dois finir le montage. Si ton prod finit pas la prod, tu dois finir la prod. Je mets tellement d'énergie dans YouTube. On met tellement de... Tu vois, genre, Charles est un psychopathe des analytics et tout. Et des fois, je me dis, putain, on passe tellement de temps à faire une miniature, à faire cette vidéo, machin et tout. On n'a pas le temps de la savourer, qu'on est déjà sur quelque chose d'autre. T'arrives à savourer rétrospectivement. Attends, c'est vrai que j'ai fait ça, c'était vachement cool. Avec Charles, on a failli être SDF. On était SDF, en fait. On a vécu dans notre local. Et pendant 6 mois. Ouais. Pendant 6 mois, il y a eu un moment de down, de ouf. Et je crois que Charles m'a filmé. J'étais en train de chialer, assise par terre, dans mon local. Je faisais une caméra en mode caméra espion. Je me suis dit, ça, quand on aura réussi, si on réussit vraiment, tu vois, il faudra le regarder. C'est fort d'avoir ce recul. Pour le documentaire de votre vie. C'est très très bon. Non, mais le recul qu'il faut, il est fort quand même. Ouais. Parce que quand t'es dans l'instant, c'est chaud. C'était un moment très très dur, mais je me suis dit, en fait, je me suis projeté, je me suis dit, putain, mais ça, quand on va le regarder dans 2 ans, 3 ans, si le scénario est positif, on va être fiers de nous. Tu vois. Mais si tu vis pas ta vie à la troisième personne, c'est impossible d'avoir ce recul. Ouais, bah, on n'avait plus d'appart, on vivait dans le local, dans les bureaux où les salariés venaient à 9h, donc on n'avait pas de vie privée, quoi. Ouais. Quand ils partaient, bah, nous on finissait les journées, on finissait tard. On dormait dans les bureaux avec un matelas assis, enfin un matelas. Je me rappelle du spot caché, c'est vraiment le. En fait, faut penser à Harry Potter sous l'escalier, bah c'était ça leur vie quoi. Financièrement, bah, il n'y avait pas un rond parce que du coup, on investissait tout dans les vidéos et quand la vidéo faisait pas 1,5 million, ce qui arrivait rarement, bah, on n'était pas rentable. Ah ouais. Et du coup, on n'avait pas beaucoup d'OP, c'était la galère. Hein. Est-ce que vous avez vraiment fait all-in quelque part? Finalement, si vous aviez trouvé un truc un tout petit peu moins cher et du coup qui aurait amené moins de croissance. Ouais. Après, le truc, c'est que du coup, tu répartis l'effort sur la durée alors que vous avez fait un très gros effort sur un petit temps. Exact. Donc finalement, est-ce que c'est mieux de souffrir beaucoup d'un coup ou chaque jour une claque? Alors je te dis, on souffre encore aujourd'hui. Ouais. Mais c'est la mentalité un peu x10, ouais, c'est ce que tu dis. Mais tu vois, si on n'avait pas pris le temps de prendre ce recul-là, et donc je retourne sur mon anecdote, oui. Mais ce moment-là, je chiale, mais je pleure, mais j'en peux plus. Et en fait, genre, à ce moment-là, on s'est regardé, on a fait le point de notre vie. Bon, ok, on est SDF, on a quand même un toit sur la tête, mais on vit dans notre local, c'est interdit en France. On se paye plus à ce moment-là de notre vie, en fait, parce que sinon la société, ça va pas marcher. Le moindre centime qu'on a, c'est pour nos équipes, pour les projets. C'est la galère, vraiment. À ce moment-là, je déteste ma vie. J'ai envie de me foutre en l'air.
clairement je n'en peux plus. On s'est dit rétrospective, ok, ça fait 4 ans et demi qu'on est sur YouTube. Si on n'avait jamais fait ça à ce moment-là de ma vie, je pense que j'aurais pété les plombs, j'aurais peut-être arrêté YouTube. En fait, il faut prendre du recul et se dire, bah on a fait ça, ça, ça et ça en tant de temps, waouh, tu vois. Et on s'est pris une claque. Et où est-ce qu'on veut aller? C'est ce que je vous avais dit quand c'était vu pour le Water Challenge sur votre chaîne là. Moi, ça fait plusieurs fois et plusieurs années même que je vous dis, genre, faites gaffe au fameux burn-out, tu vois, parce que je sais que vous donnez tellement que parfois vous êtes vraiment à la limite. Le problème, c'est une fois que tu as franchi la limite, pour s'en guérir, c'est compliqué. Avec Paul, c'est difficile. Enfin, comme vous, il y a exactement les mêmes questions. On se retrouve dans ce que vous dites. Après, on n'est jamais arrivé au point où on était à 2 doigts de plus avoir de toit, etc. Mais tant mieux. Mais pour autant, la boîte, là, ça commence à repartir. Mais là, l'année qu'on vient de passer, on n'était pas loin de la faillite. D'ailleurs, on avait ouvert une antenne au Portugal qu'on est en train de fermer parce qu'elle nous coûte plus d'argent qu'elle nous rapporte. Et tous les trucs de fiscalité, c'est l'enfer. Mais on a toujours essayé d'avoir cette vision plus tard. En fait, dans notre vingtaine, on s'est jamais posé la question on fait quoi dans 1 an. C'était toujours au maximum on fait quoi dans 2 semaines. C'était peut-être le plus loin. Et depuis qu'on a passé la trentaine, je sais pas si c'est corrélé, mais maintenant de plus en plus on se dit dans 5 ans c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait, tu vois, ou dans 10 ans. Et on a ces questions de est-ce qu'on fait YouTube dans 10 ans, et honnêtement aujourd'hui j'en suis même pas sûr. Je sais même pas si on fait 5 ans encore ou 10 ans. Peut-être qu'on en fera 15, peut-être qu'on en fera 30, mais peut-être que ça s'arrête dans 5 ans. Moi je pense que le milieu évolue tellement que tu peux pas penser à plus que 2 ans. Tu vois, je pense que en fait, ça n'existe même pas un futur à plus de 2 ans. Dès le moment où tu te projettes à 5 ans, et tu te dis ok, certes là la boîte on gagne pas des milliers et des cents, on aimerait croître, mais peut-être que on baisse un peu le curseur pour encaisser un tout petit peu plus d'argent et de se dire on sécurise le minimum. Et on a globalement la même vision. Le minimum pour nous, c'est avoir sa propre maison, un petit bout de terrain, 2-3 jouets pour faire des activités. Donc Paul a ses parapentes, on a des motos, il vient d'acheter sa maison, moi je cherche à acheter la mienne. Et en fait, on essaie au moins de sécuriser ça pour se dire, demain, YouTube s'arrête. Il y a, pour une raison X ou Y, plus d'argent qui rentre. On a au moins la sécurité de se dire, j'ai ma maison, j'ai 2-3 objets pour continuer à m'entraîner, à me faire kiffer. Mais tu vois, c'est ça qui est assez ouf, parce qu'en fait, dans un parcours professionnel de personnes qualifiées qui donnent autant de temps et d'heures dans leur machin, cette précarité n'existe pas, tu vois. Les gens qui regardent les vidéos, c'est pas l'ambiance, c'est pas la plateforme, c'est pas le lieu d'en parler, tu vois. Mais c'est vrai que je pense qu'on se rend pas compte de c'est quoi la vraie vie du mec qui poste sa vidéo. Et encore une fois, il y a tous les sujets, il y a des mecs qui se font des couilles en or en faisant de la merde, et t'as des gens, en fait... On se dit, même pour nous, on n'est pas encore une énorme chaîne, mais on est quand même conséquent, tu vois, presque 900 000 abonnés, vous avez plus d'1 million, on se dit, ça va, tout roule pour eux. Et en fait, vous êtes parfois à la limite. Nous, là, il y a pas longtemps, c'était à la limite de vraiment faire faillite, se dire, la boîte est plus rentable, en fait, vas-y, on va reprendre un taf de monteur, c'était notre métier avant, on va reprendre. En fait, ça, c'est horrible, parce que tu dis, j'ai un concept qui marche, enfin, genre les gens regardent les vidéos, mais la boîte s'arrête. Alors, ça n'a pas de sens, parce que pourtant, tout marche bien, et j'en kiffe. Tu vois, le nombre d'abonnés n'a rien à voir. Il y a beaucoup de gens, ils pensent que tu as 1 million d'abonnés, tu en vis largement. Il y a des créateurs qu'on connaît qui ont 150 000, 200 000 abonnés, qui ont un niveau de vie formidable, parce que leur contenu fait que ils n'ont pas besoin de dépenser et ils gagnent beaucoup en retour. Et tu as même des créateurs qui ont 10 000 abonnés dans des niches très, très spécifiques qui font 100 fois plus de chiffre d'affaires et de bénéfices que nous. Alors attends, si tu peux ne pas trop dire ça, parce que en fait moi j'essayais de saper à la future concurrence en disant que c'était vraiment horrible d'être youtubeur, tu vois, et là tu viens de me dire qu'en 10 000 abonnés, ça y est, on était roi du pétant. Mais tu peux pas faire ça, Charles. On était en train d'essayer de niquer le game de ceux qui arrivent. On a dit c'est compétitif, et l'autre il dit mais allez, faites-vous des coups. Je veux pas te saper le moral, mais pour le prochain Water Challenge qu'on a fait avec Clément j'arrive plus à parler. Clément Glavier. C'est un mélange entre les deux. Clément Gravier qui est un vainqueur de Ninja Warrior. On a fait une OP commerciale pour YouTube où justement on encourage les nouveaux créateurs à venir sur YouTube. Ah, vous êtes le diable. On s'est dit, il faut dire, dites à tout le monde que c'est horrible. Non, en vrai l'aventure YouTube, vraiment, je vais vous dire un truc, et ça je l'ai eu grâce au recul. Pour moi, l'aventure YouTube, c'est un truc de dingue. J'étais dans l'avion là il y a pas longtemps. On revenait d'un tournage, on revenait de l'Allemagne là pour le Water Challenge. Dans ton jet privé. Et pas du tout. Par contre, j'étais super contente, on était en business. Waouh. Pour la première fois de ma life. J'ai jamais été dans le business. Payé par la marque. Ok, d'accord. Voilà. Mais bref, bon. c'était la première fois de toute ma vie, donc j'ai savouré, mais c'était dans un petit avion, c'était pas top, si ça peut te rassurer. Mais bref. C'était une classe économie, mais plus. Ouais. Tu vois, avec un poil. En gros, t'avais pas les genoux dans le dossier du voisin. T'étais en bise et t'étais pas en bise. C'était du business, mais t'avais juste. C'était de la business low cost. Bref, mais on s'en fout, c'est pas ça l'histoire. Si, c'est quand même intéressant. La business. C'est pas ça l'histoire. Mais en gros, j'ai ma meilleure amie et tout qui m'a écrit. Et
Et en fait, elle a une fille et elle m'a dit, oh regarde, et elle m'envoie tout le temps des vidéos et tout. Et ma nièce, c'est voilà, l'enfant que je n'aurai jamais. Et du coup, je me rends compte de l'expérience de vie que pour l'instant, je n'ai pas et je n'aurai pas. En plus, je suis une femme sur YouTube. Si je suis enceinte jusqu'aux yeux, jamais je pourrai continuer à faire ce que nous sommes en train de faire aussi. Donc, je ferai un sacrifice de dingue pour la chaîne et je mettrai aussi peut-être en péril ce qu'on fait sur la chaîne si jamais un jour on voulait avoir un enfant. Et en fait, je me suis rendu compte que je loupais aussi beaucoup d'expériences de ma vie que des copines avaient ou que ma famille avait. Je vois pas mes neveux et mes nièces grandir. Je loupe beaucoup d'anniversaires, beaucoup de trucs de famille et tout. Et est-ce que demain, je pourrais avoir un métier normal et est-ce que j'aimerais potentiellement faire ça et quel métier normal j'accepterais de faire pour avoir un degré de kiffance de ma vie aujourd'hui? L'un des plus gros combats, c'est arriver à avoir une vie émotionnelle équilibrée. YouTube, c'est tellement intense que c'est vrai que les proches ils jouent un rôle de ouf de genre stabiliser émotionnellement le truc parce que c'est intense et c'est faux parce que tu sais jamais ce qui arrive après. T'es jamais à l'abri d'un mail de ouf avec une opportunité de taré ou d'un coup tu te retrouves à sauter en parachute avec Tom Cruise. Est-ce que c'est arrivé? Pas encore. Oh, Pas avec lui. oh le NDA. Pas avec lui, on a sauté en parachute avec un astronaute français. Waouh, ça arrive ça? C'est arrivé ça. Il s'est arrivé. Non, enfin je veux dire, ça arrive en vidéo. C'est déjà arrivé, sorti. Ah, c'est Oh, mais sorti. t'as dit que tu regardais les vidéos. Ouais. C'est celle de pyramide. Mytho. Non. On a sauté par-dessus les pyramides de Gizeh. Mais oui, mais c'était pas avec un astronaute. Il est pas astronaute, Tristan. Jean-François Clairvoy, si. Si, et moi j'ai sauté avec Jean-François. Ah ok. Mais pour finir juste sur le truc de YouTube, effectivement, en fait, le plus gros défaut, c'est cette machine infernale où, moi, franchement, nos vingtaine d'années, enfin les 20 et quelques années sont passées en un clin d'œil parce que toutes les semaines, il se passe un truc, les années, elles passent, mais à une vitesse avec tous les projets, le rythme, etc. Et effectivement, tu peux passer à côté. Genre là, je me retourne, je me dis, mais on a commencé un peu la dynamique YouTube récurrente, je crois, à 24 ans. Les 7 dernières années, elles sont passées, je les ai pas vues passer, quoi. C'était hier, quoi. C'est un truc de fou. L'anniversaire de la première vidéo vraiment YouTube il y a 7 ans, la tour Kia qu'on embrasse également. Et ouais mec, j'ai l'impression que ça filait 7 ans, tu vois. Non, mais c'est un truc de ouf. Mais pour autant, effectivement, c'est un métier de fou dans le sens où travailler de chez soi. Genre moi, en fait, jamais je pourrais aller dans un bureau. Je disais à Paul tout à l'heure, mais en fait, je pense à vous parce qu'on est passé devant votre voiture avant de venir vous voir là. Et je me suis dit, tous les matins, aller à un endroit pour travailler et devoir galérer à trouver une place parce que je sens que ici, vous avez galéré à trouver la place ce matin. Et la chance de, tu vois, je me lève le matin. Il y a mon chien, je suis bien, je travaille dans un bureau qui est chez moi, j'ai tout à proximité, je peux manager son temps, truc de fou. Si je veux me lever à 10h parce que je me suis couché tard, je me lève à 10h. Si j'ai envie de travailler à 1h du mat parce que j'ai une inspiration à 1h du mat, je travaille à 1h du mat. Et ça, c'est une richesse et une chance de fou. Donc en fait, tu sais, c'est un peu cet ex que tu détestes YouTube. C'est exact. Il te fait vivre des trucs de fou. Il y a des contraintes de malade où tu es à 2 doigts de péter un câble et tu dois... Personne n'est prêt à gérer une entreprise, des employés. Et... Tu peux avoir, comme ça, je reprends l'idée du mail, mais tu peux avoir un mail qui te fait vivre une expérience de dingue et tu peux avoir un mail du contact qui te dit c'est chaud de night. Et moi, du coup, je le vois vraiment en mode t'as les inconvénients à la hauteur des avantages. En fait, c'est dans la plupart des situations de professionnels, c'est rare quand il y a un déséquilibre entre les avantages et les inconvénients. Et généralement, quand tu as des petits avantages, tu as des petits inconvénients, tu vois. Par contre, quand tu as des gros avantages, tu as aussi des gros inconvénients. Et là, YouTube, tu as les curseurs poussés à 100% dans les deux sens. Pour nous, c'est instable parce qu'on n'est pas des AAA. Tu vois ce que je veux dire? Genre, en fait, on a... Les AAA, c'est les plus gros youtubeurs de la plateforme. Demain, t'es Lena Situation, en fait, ça va. Oui, non, mais c'est 0,001% des créateurs sur la plateforme. Mais moi, je pense que cette instabilité, elle vient avec le fait d'entreprendre. C'est pas forcément créateur de contenu, c'est à partir du moment où tu entreprends. Tu vois, la petite meuf qui se lance sur Instagram pour lancer sa boulangerie, je dis n'importe quoi, tu vois, mais ou sa boutique en ligne. Bah, elle risque d'avoir ce genre d'instabilité aussi parce que c'est de l'entrepreneuriat et c'est compliqué. C'est vrai. Est-ce que c'est le propre de l'entrepreneuriat du coup? Je pense. Du coup, pourquoi on se plaint? Putain, vraiment on est nuls. Hein. Non, je pense que t'as forcément des niches d'entrepreneuriat qui sont moins instables que d'autres, mais je pense que c'est le propre d'entreprendre quelque chose. T'as rien de structuré, tu fais tout de A à Z, tu construis tout, quoi. Et moi, en tout cas, tu vois, jamais je ferai un autre métier ou alors je ferai un métier genre style, tu vois, je me vois bien Iris Mittener. Carrément, c'est un métier, ça. Miss Monde. Non, mais tu vois, genre, moi, je veux faire Clément Dumais, mais c'est déjà pris. Non, mais je ferai de la télé. Je ferai de la télé, tu vois, le rôle qu'elle a à Ninja, tu vois, ça me kifferait parce que je reste aussi dans la télé, dans l'animation, je resterai dans quelque chose qui me fait vibrer aussi. Denis Bronard, il a dit qu'il fallait que tu participes à Ninja Warrior pour prendre le rôle d'Iris. Ah, shit. Je vais attendre déjà qu'ils me le mettent par écrit. Et ensuite, j'envisagerai avec un petit papier de la prod aussi, tu vois, avec des Denis, petits si chèques. tu nous écoutes.
Denis, je veux bien être ta roommate. Ta teammate. Ta teammate. Parce que roommate, c'est différent. Oui, c'est vrai. Mais ouais, en tout cas, franchement, l'aventure YouTube, c'est la plus belle de ma vie. Est-ce que c'est la plus belle aventure de ta vie? Non. Ma vie est une aventure. C'est de la merde. Tu crées aussi tes opportunités parce que Ouais, tu aurais c'est pu vrai. être une créatrice studio où tu fais du react. Enfin, du react, c'est des vidéos réactions où tu réagis à des vidéos sur internet, etc. Ouais, mais je l'ai T'aurais fait pas eu en les fonction de mêmes- qui je suis. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que T'aurais je pas veux eu dire. les mêmes opportunités. On a sauté au-dessus des pyramides avec des champions du monde de saut en parachute. Pour ceux qui nous écoutent, quand on dit sauter, c'est sauter en parachute. D'un maxi avion de Call of où la soute s'est ouverte, où vous avez basculé dans le Où ciel. j'ai c'était pleuré. fou. Oh là là. J'ai perdu toute dignité. Mais tu vois, quelque part, ça, en fait, ce qui est fou dans YouTube, c'est la diversité de l'opportunité. Parce que fondamentalement, ça, c'est un truc, t'es champion de free fly, ou c'est ta vie de faire du free fly, tu vas pouvoir te les créer, ces opportunités. Ce qui est fort avec YouTube, c'est que ça te connecte avec tellement de gens, que ça te permet tout de suite de faire des trucs à un niveau de ouf dans plein de disciplines, parce que c'est pour les biens de la prod, les biens du film, tu vois, genre il faut que ça claque. Et du coup, ça te donne ces opportunités qui sont super variées. Est-ce que vous n'êtes pas déjà dit, genre, on arrête tout, j'efface mon compte des réseaux, j'efface tout, tu vois? Non. Non? Non. Pour revenir à un Bah, vous pourriez vivre en effaçant tous vos réseaux là maintenant? Bah, vu qu'on a mis 7 ans ou 6 ans à construire ce qu'on a construit, Mec, ce serait bête. Le, Et j'aurais pas envie de le le faire, nombre de mais- fois où j'ai chialé, que je me suis allée me faire opérer parce que j'avais trop des trucs de stress et tout, c'est mort. T'as compris? Jamais. Pas avant d'avoir au moins 10 millions. Sur ton compte en banque, hein, pas en... Sur mon compte en banque, oui. Je repose ma question. Est-ce que on peut rêver d'un monde où ça n'existe pas? Ou au contraire, parce que moi j'ai déjà dit à Clem, putain, je kifferais bien, tu vois. Genre un jour, il y a... Genre, Qu'est-ce qui va me sortir comme connerie Mais encore? si, c'est vrai. Un jour, il y a plein de tout ça qui existe. Éruption solaire. Non, mais éruption solaire dans le sens où tous les objets électroniques explosent, ouais. C'est ça ma théorie. Bah, éruption solaire qui est la théorie la plus probable. Ouais. Champ électromagnétique. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça annihile tous les objets électromagnétiques, genre bon, les voitures fonctionnent plus aucun Les appareil GPS, électronique. les satellites. Ouais, mais Moi, après, tu ça vois. remarche, non? Non. On reboot, on rebranche la voiture, là, clac. Ça dépend. Moi, j'aimerais que ça arrive, mais que si... Je pourrais me voir vivre dans un monde comme ça, mais genre invasion zombie. Ah, toi, Au moins, c'est très ça- ouais. Toi, il spécifique. te faut des zombies. Oui. C'est une forme d'agressivité, ça. Ouais, clairement, elle veut détruire du zombie avec des grosses battes de baseball. Donc, éclater des humanoïdes de manière non répréhensible, en gros. Exact. Tour de table, si jamais donc là les réseaux pour une raison X ou Y disparaissent, qu'est-ce que vous faites? Genre c'est quoi votre nouvelle vie? YouTube aime pas ta gueule, ils te bannissent de la plateforme, même si tu fais un nouveau compte, t'es banni Non mais, automatiquement. non, mais ça, c'est différent. Mais bon, je pense que dans ces cas, je ferais de la télé. Comment tu sais, par contre? Du coup de la télé, ouais, donc tu ferais la même chose mais sur un autre média. Ouais. Ok, toi, imagine, tout le monde te voit, les gens te détestent dans la rue, même tu dois t'isoler. Moi c'est déjà ma vie ça. Les gens te pourchassent. Non mais en vrai si demain plus le droit d'être sur les réseaux, rien du tout, moi ça me va très bien et c'est ce que je suis en train d'essayer de vouloir faire, c'est acheter ma maison, mon terrain, avoir mon potager, mon truc. Tu vivrais en auto en... Ah ouais je kifferais. Ben, moi aussi, tu vois, genre, si vraiment il y a ce truc-là, je vivrais moi dans le sud et pareil, ouais, une petite île, un truc avec mes animaux, avec. Vraiment, ce serait un tout ou rien. Mais quand même, avant, j'aimerais passer par la case télé. Et toi du coup Charles, si jamais plus de réseaux, tu penses que c'est quoi vers là où t'irais pour t'en sortir? Je suis vraiment un mec de la nature, de l'océan, etc. Tu vois, j'adore aller pêcher, aller plonger, etc. Donc je m'orienterais plus vers un lifestyle où je suis sur une île ou dans un esprit un peu survivaliste. Je pense dans la nature aussi, moi, à titre personnel. Toi, plus la Personne m'a montagne, posé la peut-être. question, je vois bien, mais bon, voilà, s'il Mais faut non, mais répondre... c'était un tour de table. Voilà. C'était ton tour. Non, ouais. Non, je pense dans la nature aussi, ouais. Et en fait, c'est marrant parce que nous, on a grandi un peu dans la ville, tu vois, un peu en région parisienne et tout, et on s'est jamais rendu compte que la nature, elle nous manquait à ce point-là. Après on a quand même grandi à un endroit où il y avait une forêt, enfin Ouais. moi à 5 minutes à pied de chez moi et j'étais tout le temps en forêt, j'ai fait 1 milliard de cabanes, de trucs. Toute la vie active, on l'a faite en région parisienne, tu vois, avec Paris, proche banlieue, truc très urbain et tout. Et donc, dans toute cette période-là, j'avais oublié un peu genre, que la nature me manquait. Et là, à chaque fois que je reviens à Paris, je suis trop content parce qu'on fait plein de coquineries, tu vois, des trucs dans les tunnels, des trucs sur les toits, machin. C'est archi cool et c'est une approche de la ville, hein, genre un peu plus sauvage, tu vois, dans son état. Enfin, tu vois, genre tu la détournes, c'est un peu la jungle urbaine que t'explores. Donc ce prisme-là, il me fait rigoler. Mais je trouve que cette suragitation, cette surproximité et cette foule, genre maintenant, elle m'angoisse alors qu'avant, pas du tout, tu vois. Mais ouais, moi, ce serait vraiment le côté autarcie et tout que je kifferais, c'est le projet là à terme que j'aimerais mener. Mais mine de rien, t'as toujours quand même besoin d'une rentrée d'argent. Et je pense que ça me dérangerait pas de faire des montages pour
soit des youtubeurs, soit pour d'autres gens? Parce que vu que j'ai cette qualification qui est recherchée de savoir monter du YouTube... Alors ça tombe bien Clément, on est en train de recruter, donc écoute, il n'y a pas de problème. Pas un temps plein, tu vois, genre vraiment, moi ce que je kifferais c'est être en freelance, je me tape une déterre un peu chiante de vraiment un 15 jours où t'as envie de casser l'ordi tellement t'as bouffé des écrans, mais au moins t'es tranquille, si t'es en autarcie, t'as pas besoin de beaucoup d'argent à part payer peut-être ta taxe d'habitation, etc., ton logement. Donc faire des petites missions pour avoir l'argent nécessaire, obligatoire. Mais le reste, par contre, avoir ma serre, mon potager, ma forêt comestible, tout ça, quoi. On l'a vu, YouTube, c'est vraiment genre des opportunités, il y a des hauts et des bas, etc. Mais on parle pas assez quand même des moments qui sont juste fabuleux dans notre vie, que certainement des personnes ne vivront pas, parce que là, depuis tout à l'heure, on se plaint. Mais vivre un quai-plan dans une Tesla modèle je sais pas quoi, c'est un modèle bonheur. 3 grande autonomie. Torticolis, là, tu l'as ici, là, maman. J'adore YouTube. On est un petit peu des stars, tu vois, maintenant. Alors nous, un peu plus que vous. Ça sera bipé. C'est vrai, Je rigole. on n'avait pas de caméra, mais tout à l'heure devant Webedia, il y avait full pour Charles et Mélanie. Ah ouais. oui. C'était impressionnant. Mais Des fois, on se fait engloutir. Moi, je fais leur taille. J'adore cette image. Moi, je fais la taille. Je fais la taille des gamins qui attendent là devant Webedia qui ont 14-15 ans. Je trouvais ça oppressant par procuration. Et du coup, j'aurais voulu t'en sortir, mais je t'ai vu extrêmement patiente et prête à faire des photos avec genre absolument tout le monde. Et j'ai admiré parce que nous, on est un peu reconnus dans la rue. Tu vois, genre aujourd'hui, on parle d'une dizaine de personnes en se baladant à Paris, tu vois. Et en fait, c'est un petit peu la rançon de la gloire du métier que tu fais. Tu vois, il y a quelques semaines, on a été à l'avant-première de Transformers et il y a une femme que j'adore, que je surkiffe. Elle est trop belle, elle est incroyable. C'est Scarlett Johansson. Ok, pour je pense pas mal de gens du coup. Et je me suis retrouvée confrontée comme les petits qui attendent devant Webedia à attendre. Je voulais absolument ma photo avec elle et je me suis retrouvée dans le sens inverse de ce que je vivais habituellement. On est juste avant de rentrer dans la salle de ciné et elle est juste derrière moi. Et moi, je suis d'une timidité maladive. Donc tu te retournes, tu la vois quoi. Ouais. J'ai la vidéo de mon vent ultime. Je prends mon courage. Mais mec. Ah, tu l'annonces comme ça? Oui. C'est de brut de décoffrage. Je dis à Charles, je dis ouais, je tremble et tout. Et pour moi, c'est super dur d'aller demander une photo. C'est là où on voit la différence entre nous, les youtubeurs, qui faisons partie du quotidien des gens, et les restas internationales, mondiales, tout ce que tu veux. Je vois Scarlett Johansson, elle est derrière moi. Et là, je prends mon courage à deux mains. Je me dis, putain, c'est le seul moment de ma vie où je peux avoir une photo avec elle. Actuellement. Parce que je sais jamais, YouTube, écoutez... Quand tu auras 300 millions d'abonnés... Ouais, je pense que dans la future proche, tu mets un vent à Scarlett Johansson. Et là, je regarde Charles et tout, et en même temps, je la regarde et je suis méga stressée et tout, j'ai trop peur. Et je prends mon courage à deux mains et je me tourne vers elle et je dis « Scarlett !» Et elle voit que j'ai mon téléphone et que je veux vraiment faire une photo avec elle. Elle me regarde dans le blanc des yeux et elle tourne la tête comme ça et elle trace. Elle se barre. Oh là là. Et moi, je suis comme ça. Et moi, je suis avec le téléphone et j'ai tout filmé et je suis là en mode waouh, on a la séquence de l'année. J'avais envie de pleurer. J'avais trop envie de lui dire « Écoute-moi bien, ce sera bipé. » J'ai fait une photo avec Tom Cruise. Il a dit que mes tatouages, c'était le feu de Dieu. Et toi, là, tu m'as vent, alors que j'avais juste envie de te dire que tu étais une source de motivation et d'inspiration pour moi. C'est positif parce que maintenant, aujourd'hui, dès que tu descends à Webedia, que tu vois les dizaines de gamins qui nous attendent, tu te vois dans chacun d'entre eux. Oui. Et tu du vois, coup, elle met des vents à tous les enfants pour se venger de ce jour-là. Non, mais du coup, j'essaye de dire bonjour à tout le monde, d'avoir un mot, de me rappeler des fois du visage. Il y en a un, et à chaque fois, il me voit et tout. J'ai une anecdote, mais lui, une fois, il m'a montré son téléphone, il m'a dit « Hey, regarde !» Et j'ai reconnu, j'ai fait « Ah, t'es beau gosse, hein !» Et à chaque fois, genre, il est trop content et tout. Et j'ai envie de donner ces étoiles dans les yeux à ces gens-là. Je veux garder absolument un moment de connexion normale. Et pour moi, je suis quelqu'un de normal. En fait, ça a été tellement dur pour moi quand Scarlett, elle m'a mis le vent. Et c'est pas de sa faute, hein, je peux comprendre tout à fait que j'ai envie de rester connectée, les pieds sur terre et de me dire bah j'ai pas envie de faire vivre ça à quelqu'un, tu vois. C'est dur de contenter tout le monde. Moi j'essaie vraiment de parler à tout le monde, même quand je suis pas dans un mood de j'ai envie de parler à tout le monde, parce que je me dis j'ai vraiment pas envie que le mec se dise tiens, elle est sympa en vidéo mais en vrai c'est un con, hein, putain. C'est vrai, j'ai pas envie. Et même si ça veut dire parler à plein de gens et prendre du temps avec plein de gens, tu vois, j'ai vraiment pas envie qu'il y ait un mec qui puisse rentrer chez lui le soir et dire alors lui il fait le mec sympa mais en vrai. Quand on rencontre des célébrités, t'as le kit tout double. Tu te rends compte. T'as la personne truc, ouais. qui est comme toi, comme Tom Cruise, qui est génial. C'est ce que j'allais dire. En fait, Tom Cruise, c'est le total inverse. Tom.
Ouais, Tom le frérot, on a même plus besoin de dire Cruise. Ah, Toto, disons Toto. Tom Cruise, c'est l'inverse, tu vois, de Scarlett Johansson. Bah après, Scarlett Johansson, on sait pas comment elle est, on sait pas ce qu'elle avait vécu avant. Peut-être qu'elle avait mangé un très mauvais poulet braisé. Soit juste couru aux toilettes, on sait pas. Hein. Elle a fait 20 000 photos. Elle a fait 20 000 photos avant, tu sais pas. Même être une femme aussi. T'es obligé de poser des limites. Quand bien même avec les autres femmes. L'image est dure. Elle fait une photo pas contrôlée, donc c'est à dire que ça se trouve elle est sur un angle où elle a un double menton, elle se retrouve sur X et elle se fait arracher, tu vois. Sur Scarlett, c'est un peu bizarre. Ah ouais, j'avais pas vu ça. Vas-y Toto. Ouais, Toto, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'à l'avant-première de Mission Impossible l'année dernière, on est allé à Rome et tu le vois descendre du tapis rouge et s'arrêter sur chaque personne sur 150 mètres de descente d'escalier du tapis rouge et pas seulement faire une photo, mais regarder droit dans les yeux, eyes contact, il serre la main, il te parle, il écoute ce que tu as à dire. Et nous, on était tout au bout, tout à la fin, tu vois. Genre vraiment, au bout de 3 heures de dédicace, on s'est dit, on va se faire, on va se faire nexter direct, parce que le mec, bon, ça fait 3 heures qu'il fait ça. Et le mec, il arrive, pareil, même qualité qu'au début, ça fait 3 heures qu'il fait ça. Il s'arrête, il nous regarde dans les yeux, il nous serre la main, il nous dit bonjour, il prend son temps. Nous, on était speed, on avait... Hey Charles, j'aime beaucoup votre Chanel. On n'avait pas... Il parle exactement comme ça, déjà. On lui a demandé quelle était sa cascade préférée dans tous les Missions Impossibles. Il est resté parler genre pendant 10 plombes en fait avec nous sur le tapis rouge. Pendant 3 minutes, il parle. Et en fait, toi, tu poses ta question rapide pour pas le faire chier, pour pas l'importuner, et surtout pour... Le mec, il te parle 20 minutes, il te casse les couilles, j'avais plus assez de rec. Il est pas pro quoi, Tom, il est pas pro. Mais je pense que c'est un gars qui kiffe tellement ce qu'il fait que voilà quoi. Il kiffe l'interaction humaine, il kiffe les échanges. Et du coup, t'as différents types de stars. Et ça, nous, on a vécu un peu les deux. Et c'était fou le contraste que tu peux avoir entre l'un et l'autre. Et la qualité d'échange que tu peux avoir avec un mec comme Tom Cruise, elle est juste folle. Parce que tu regardes dans ses yeux, il te regarde pas en mode bah vas-y, on fait la photo et je passe au suivant. C'est il te regarde dans les yeux et il te considère. Ouais. Et il échange avec toi. Ça, c'est balèze quand même. Ouais. Franchement balèze. Mais moi, tu vois, je sais ce que tu as vécu parce que j'ai eu un peu pareil avec une star. Mais je me suis pas pris un vent, c'est plus moi je me suis chié dessus littéralement. Littéralement? Non, enfin littéralement pas. Je sais pas, il dit littéralement le mec donc. Star française. Et ouais, j'étais parti en Guyane pour faire la vidéo avec la Légion étrangère en Guyane. On avait fait tous les parcours du combattant de fou. Et du coup, je prends mon avion, j'arrive en Guyane. Et qui voilà-je en train d'attendre les bagages Tom Cruise. Non, mais non, Thomas Pesquet. Thomas Pesquet. Et tu t'es chié dessus Tom Cruise français. Pesquet. Et en fait, c'était l'époque où je crois qu'il n'était pas encore allé une deuxième fois dans l'ISS, il était qu'une fois et il venait d'arriver. Donc, c'est le photographe français qui a fait toutes les photos. Enfin, il venait d'être découvert par le grand public, donc une aura de fou. Et je fais, vas-y, je vais le voir juste pour lui dire, franchement, les photos, parce que c'est le premier à faire des photos de fou. Juste lui dire, c'est génial. Ah, voilà les photos. Et je me rapproche de lui et je veux lui parler et je bégaye de ouf. J'arrive pas à m'exprimer. Genre, je suis là en mode, je sais même pas comment c'était, mais je pense que c'était pénible à écouter. Et j'arrive pas et je lui dis un truc bateau tu sais, je voulais même pas prendre de photos, je voulais juste dire c'était bien ce qu'il fait, tu vois, c'est cool. Et je bégaye, je raconte n'importe quoi. Mais il était très sympa, il était en mode ok c'est sympa et tout, et puis il était avec sa femme à côté machin, et je sais pas pourquoi je m'accroche comme un asticot, et plutôt que me dire ok j'ai chié dans la colle et je me barre, je reste et je lui fais alors pourquoi t'es là et tout, je commence à lui taper la discute en bégayant et tu sais avec le filet de bave séché parce que tu stresses. À l'enfer. Et je crois qu'il était là pour un lancement de fusée en Guyane parce qu'il y a des lancements de fusée. Je fais quoi ici mon gars? Et franchement, je suis sorti de cet échange, je pense ça a duré 1 minute, mais dans ma tête, ça a duré 30 minutes si j'étais au bout de ma life. Et je suis sorti en mode, plus jamais je n'adresse la parole à une méga star qui m'impressionne parce que c'est déplorable. Moi, j'avoue, je suis très mal à l'aise avec quelqu'un que moi je connais, que lui me connaît pas. Genre, juste la situation me rend mal à l'aise et du coup, je préfère genre partir quoi, tu vois. Tu préfères faire une photo en scred comme... Non, moi je suis... Tag sur Instagram et il le voit que tu l'as... T'as capturé le Pokémon rare. Pourtant, c'est marrant que tu dis ça parce que t'étais quand même déjà dans une dynamique de... Ouais, YouTube et tout, ouais. Tu savais parler, tu sais t'exprimer, et en fait, ça te fait tellement perdre tes moyens. Maternelle, c'était loin, quoi. Je veux dire, ça fait longtemps que tu parles. Sur les filets de bave, ça, c'était passé depuis quelques années déjà. Vrai. Mais c'est vrai que ça te remet à ta place. Du coup, en fait, je me projette maintenant vachement parce que ça arrive, tu vois, des gens qui viennent te voir dans la rue et qui sont pas toujours à l'aise ou, tu sais, qui te tendent un téléphone et qui tremblent un peu avec la main et tout. Ouais. Et en fait, je me dis, tiens, je suis Thomas Pesquet. Ouais. Et lui, c'est moi. Exactement. Et du coup, je comprends la situation. Donc, pareil, tu vois, j'essaie de mettre à l'aise de tout de suite, lui poser une question, pas laisser en galère. Ouais. Genre, tiens,
par quelle vidéo tu nous as découvert, qu'est-ce que tu fais, je fais de l'escalade grâce à vous, trop bien, où est-ce que tu t'entraînes, tu vois, tu essaies de poser des questions et t'intéresser, et surtout le mettre à l'aise, lui faire comprendre que en fait on n'est rien, enfin on est comme vous, on va à la salle comme vous. Quand je galère sur une rouge, ça m'énerve exactement comme toi. Et ouais, tu vois, c'est trop bizarre ces relations parasociales de tu mets des gens sur un piédestal, mais on est tous humains, on est tous les mêmes, peu importe qu'on soit allé dans l'ISS, qu'on ait 1 million d'abonnés ou peu importe, tu vois. Qu'on soit Scarlett Johansson. Non, elle par contre, elle est à part, c'est différent. C'est un game au-dessus. Ouais. Moi je pense vraiment faut que tu charbonnes pour un jour lui mettre un vent, tu vois. Ce sera éternel tant que tu l'auras pas fait. Tu vois, Par contre, tu sais ce que je vais faire? Je vais garder cette vidéo. Si un jour Paramount ou YouTube me donne l'occasion de lui montrer le vent qu'elle m'a mis. Oh, tu vas la mettre mal à l'aise. Mais je lui ferai faire un react. Look, Scarlett, that is you on the picture. And now... How do you feel about it? And now I'm here. And you have to... Bref. Oui, bref. Vas-y, je traduis en temps réel. Ok? Et ben, c'est mon rêve, t'auras un ces peu. 6 gardes du corps qui vont t'encercler. Te mettre au sol. Me prendre pour une grosse jobarde. Moi, je comprends le bégaiement parce que je bégayais avant de faire des vidéos YouTube. C'est vrai que faire des vidéos YouTube m'a apporté vachement plus d'aisance à l'oral que ce que j'avais avant. Genre avant, j'avais vraiment tendance à beaucoup bégayer, chercher mes mots, arriver vers quelqu'un et tu vois, genre pas savoir commencer une phrase, tu vois, et une sorte de timidité un peu maladive. C'est ça qui est paradoxal, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de créateurs qui sont des timides de ouf, Ouais. mais dans l'outil YouTube, ça nous aide, tu vois. Enfin, moi, je suis le genre de personne où, à l'époque, genre, parler à mon téléphone pour dire vous êtes bien sur le répondeur de Clément, jamais je pouvais le faire. M'entendre, j'avais envie de crever, quoi. La première fois que quelqu'un a pointé une caméra sur moi, j'ai explosé de rire, je me suis caché. Genre, Tu sais, moi... tu sais, genre, je voulais pas être. Tu sais, genre, comme si t'as un flingue limite, tu vois, et tu peux pas être devant le canon. Moi, c'est Pareil. Moi, tu sais que j'ai encore le stress de prendre la caméra des fois et de gêner. Genre, j'ai encore le truc où je me sens encore pas légitime de filmer quelque chose. Moi, J'ai j'ai peur de encore gêner et tout, tu vois. Alors que je suis totalement légitime de le faire. Tout le monde est légitime de prendre sa caméra et de filmer tout ce qu'il veut, tu vois. Mais moi j'ai ça aussi, hein. En vrai, je sais que Paul, lui, il s'en bat les couilles, il peut se mettre à hurler dans la rue et ça le fait marrer limite de mettre mal à l'aise les gens maintenant. Genre lui, il aime bien crier. Et comme Charles, lui. Mais genre. Bah, j'étais à l'inverse de ça au début, mais aujourd'hui. Moi, je t'avoue que faire un face cam à très haute voix dans une rue passante avec des gens qui me regardent bizarre, ça me met encore vachement mal à l'aise. Moi, je me suis rendu compte que je m'en battais les couilles. En fait, quand on est tous les deux et qu'on fait un react à deux en marchant, pas de problème. C'est comme le parcours. Quand t'es à plusieurs, t'as cette bulle protective. Ouais. Quand t'es tout seul à monter sur ton mur avec une tête de malade mental, c'est flippant. Tu vois. C'est pas normal. Bah, t'as l'effet de groupe et puis t'as l'effet de aussi. Bah, on te prend moins pour un fou parce que t'es accompagné et t'as du monde autour de toi, tu vois. Plus on est de fous, plus on rit. Ça légitime un peu la grosse caméra, légitime un peu quelque part l'action. On a l'habitude de faire parfois de petites recos à la fin du podcast. Est-ce que vous avez des recos pour nos auditeurs? Si vous regardez sur YouTube, déjà, je vous dirais d'envoyer du love à Paul et Clem qui nous ont invités parce que vraiment, on clôture un arc, je pense. Et vraiment, c'est les premiers YouTubeurs à nous avoir fait confiance et à nous avoir aidés à nous développer. Et ça, c'est très important parce qu'il y a très peu de gens dans le monde de YouTube qui osent faire ça et qui donnent, quand même c'est tes potes, de la visibilité et beaucoup d'aide et d'amour à des nouveaux créateurs. Ah, c'est sympa, les gars. Ouais, grave, ça me touche. Et je vous invite à les suivre aussi parce que ça va leur donner de la force et ils ont quand même un palier d'abonnés à atteindre. Et c'est pas que j'ai envie de les voir sauter de la Tour Eiffel, mais presque. Et que s'il y a un petit problème avec la police, on aura à nouveau un beau débrief. N'hésitez pas à faire du bouche-oreille parce que mine de rien, aujourd'hui, l'algorithme YouTube est un peu compliqué, mais si vous faites du bouche-oreille, ça peut vite aller intéresser des gens autour de vous. Voilà, sur des podcasts de qualité, sur des émissions de qualité comme ça, où il y a du partage et nous, on adore toujours vous écouter et partager avec vous, c'est toujours un plaisir. Donc... C'était un plaisir à partager de vous avoir, les amis. Et vous êtes bien pris, donc on va clôturer ce podcast-là. Et je me fais on vous remercie. On vous remercie Ciao, beaucoup ciao. d'avoir Ça va écouté. exploser, merci de nous Allez. avoir suivis. Ciao. On se dit à très vite. Bye bye à tous.